Samedi après-midi, 1975. Vous entrez dans la salle de bain et elle est là. Une poupée en plastique coupée à la taille, portant une grande robe au crochet, assise sur le réservoir des toilettes. Sous sa jupe, un rouleau de papier toilette de rechange. Votre grand-mère en avait une. La moitié de la rue en avait une. Et personne ne s'est jamais demandé pourquoi. C'est juste l'un des 20 objets de cette vidéo qui n'avait aucun sens, mais qui étaient dans tous nos foyers. Vous avez peut-être oublié la moitié d'entre eux, mais dès que je les mentionne, ils reviendront directement. Le croque-monsieur électrique. Moulinex a sorti son appareil à croque-monsieur au début des années 70, et il a envahi les cuisines françaises presque du jour au lendemain. Vous beurriez 2 tranches, mettiez du fromage au milieu, fermiez le couvercle, et 4 minutes plus tard, la garniture était assez chaude pour vous brûler le palais. Vous mordiez dedans et passiez les 10 secondes suivantes à respirer à travers pendant que tout le monde continuait à manger. L'anti-adhésif cessait de fonctionner après environ 3 utilisations. Après ça, vous grattiez le fromage fondu avec un couteau à beurre. Les gens essayaient toutes sortes de choses là-dedans. Des restes de ratatouille si vous étiez courageux. De la pâte à tartiner au chocolat si personne ne regardait. Ils sortaient une fois par an pour le plaisir des souvenirs et retournaient directement d'où ils venaient. Le rideau de perles était un autre favori de la cuisine. Des fils de perles en bois ou en plastique suspendus au cadre. L'idée venait d'endroits comme l'Espagne et l'Italie où ils gardaient les mouches dehors pendant la chaleur estivale. Dans un appartement HLM au milieu de Paris en novembre, ils ne gardaient rien dehors. Ils faisaient juste du bruit. Un grand vacarme à chaque fois que quelqu'un passait. Vous ne pouviez vous faufiler nulle part. Les enfants les adoraient. Ils passaient à travers encore et encore juste pour le son. En quelques semaines, la moitié des fils s'étaient emmêlés ensemble et restaient comme ça. Le passe-plat. Si votre appartement avait été rénové dans les années 60 ou 70, il y avait de bonnes chances qu'il ait un passe-plat. Un trou découpé dans le mur entre la cuisine et la salle à manger avec un petit panneau coulissant dessus. Vous pouviez passer les assiettes sans faire tout le tour. Ça avait l'air intelligent, mais ça ne marchait pas vraiment. Vous ne pouviez faire passer qu'une assiette à la fois, donc tout le monde devait quand même se lever et faire la queue. Toute la vapeur et les odeurs de cuisine passaient directement par le trou de toute façon. Et celui qui était dans la cuisine pouvait tout entendre ce qui se disait à table, alors il finissait par crier en retour à travers le trou. Les enfants l'utilisaient pour passer des notes, des jouets, et au moins une fois, le chat. Maintenant, certains de ces objets étaient juste un peu farfelus, mais la machine à laver à 2 cuves était vraiment du travail. 2 cuves côte à côte, une pour laver, une pour essorer. Vous remplissiez la cuve de lavage vous-même, ajoutiez la poudre skip ou persil, attendiez qu'elle finisse, puis soulevez chaque article trempé avec une paire de pinces en bois et le déplaciez dans l'essoreuse. Toute la machine tremblait pendant le cycle d'essorage. Vraiment tremblait, assez pour l'envoyer à travers le sol de la cuisine si vous ne la teniez pas. Vous deviez garder un œil sur le tuyau de vidange tout le temps au cas où il se détacherait et inonderait le lino. Des millions de foyers en utilisaient une tous les lundis parce que c'était le jour de la lessive. L'appareil à fondu était un cadeau de mariage favori dans les années 70. Un pot en céramique avec un petit brûleur à alcool en dessous et un ensemble de longues fourchettes. Et l'idée était que vous vous asseyiez tous autour en trempant du pain dans du fromage fondu comme si vous étiez dans les Alpes suisses. Le brûleur était un cauchemar à allumer. Le fromage restait dur ou se transformait en caoutchouc. Et à chaque fois, le pain de quelqu'un tombait de la fourchette et coulait, et personne ne savait jamais ce que vous étiez censé faire quand ça arrivait. La plupart des appareils à fondu sortaient une fois, faisaient un désordre, et retournaient directement dans la boîte. Chaque brocante du pays en a encore une pile. Parlons maintenant des salles de bain, parce que les années 70 avaient des opinions très fortes sur les salles de bain. La suite vert avocat. Ce lavabo vert, ces toilettes vertes, cette baignoire verte,
tous assortis, tous dans cette teinte très spécifique de vert. Au début des années 70, c'était la chose à avoir. Vous l'associez avec de la moquette marron au sol et des serviettes couleur or, et vous pensiez avoir vraiment fait quelque chose. Mais dans les années 90, les agents immobiliers disaient aux gens de les arracher avant les visites. Le truc drôle, c'est que les suites originales se vendent bien dans les dépôts de récupération maintenant. Les gens les veulent de nouveau. Et pendant qu'on est dans la salle de bain, la moquette. Oui, les foyers français mettaient de la moquette dans la salle de bain. De la moquette épaisse du mur au mur, tout autour des toilettes, jusqu'à la baignoire. Les maisons étaient froides, pas de chauffage central dans beaucoup de foyers. Sortir du bain sur du lino nu en janvier était misérable, donc la moquette semblait être la réponse. Le problème était évident pour tout le monde sauf les gens qui l'installaient. La zone autour de la base des toilettes restait en permanence humide. Vous ne pouviez pas voir ce qui poussait en dessous, mais après un moment, vous pouviez le sentir. Les carreaux étaient là tout le temps. Mais non, on a opté pour la moquette. La théière électrique qui faisait aussi réveil. Un réveil avec une bouilloire intégrée et une théière qui s'asseyait sur votre table de nuit. Quand l'alarme sonnait, elle faisait bouillir l'eau, remplissait la théière, et votre thé était prêt avant que vous ayez ouvert les yeux. C'était l'idée. Ce qui se passait vraiment, c'est qu'elle sifflait, gargoulait et crachait de la vapeur à travers le lit pendant que vous essayiez de dormir. Le thé restait trop longtemps dans la théière et devenait amer. Le plafond au-dessus devenait humide. Dans les années 80, c'était devenu l'un de ces prix à la télé que personne ne voulait vraiment gagner. Mais à l'époque, elles étaient dans des chambres partout dans le pays. Retour au sol pour celui-ci. Cette moquette épaisse à poils longs dans des couleurs comme l'orange brûlé, le brun foncé, le vert olive et une sorte de rouge rouillé. Elle est entrée dans les salons à travers la fin des années 60 et les années 70. Marcher dessus pieds nus était vraiment doux et chaud, et c'était à peu près là que les bonnes nouvelles se terminaient. Tout ce que vous laissiez tomber disparaissait. Pièces de monnaie, capuchons de stylo, boucles d'oreilles, morceaux de nourriture, avalés. L'aspirateur ne faisait à peine une entaille à moins que vous ayez quelque chose de puissant. Et même alors, les poils se pliaient simplement et cachaient ce qui était en dessous. Quand les gens l'ont finalement arraché dans les années 80, ils ont trouvé des années de choses perdues enfouies là-dedans. Si la moquette retenait tout, les meubles faisaient le contraire. Le salon 3 pièces dans les années 70 était presque toujours recouvert de velours, ce tissu velouté en brun ou orange brûlé ou moutarde. Ça avait l'air élégant quand c'était neuf, mais ça avait un talent caché. L'électricité statique. Vous vous leviez du canapé et vos cheveux se dressaient. Touchez une poignée de porte et vous receviez un choc. Si vous aviez un chat, la fourrure s'y collait comme si c'était magnétique. Et puis il y avait les protège-bras, petits rectangles de tissu drapés sur chaque accoudoir pour les empêcher de s'user. Ils n'étaient jamais assez grands et passaient leur vie entière à glisser. Chaque fois que quelqu'un s'asseyait, surtout un enfant, il finissait par terre. Les radiateurs à accumulation étaient de grandes boîtes lourdes boulonnées au mur. Ils se chargeaient pendant la nuit en utilisant l'électricité bon marché et étaient censés libérer cette chaleur lentement pendant la journée. Au petit déjeuner, la pièce bouillait. En fin d'après-midi, quand il faisait vraiment froid, ils avaient complètement abandonné. Ils pesaient 1 tonne. Une fois qu'ils étaient au mur, ils n'allaient nulle part. La cheminée électrique à effet charbon était censée ressembler à une vraie cheminée. De faux bûches en argile peinte et un petit moteur à l'intérieur qui faisait tourner un morceau de papier d'aluminium brillant derrière une ampoule pour donner l'impression de charbons ardents. De l'autre côté de la pièce, dans une faible lumière, vous pouviez presque vous convaincre. Approchez-vous et vous pouviez voir le papier d'aluminium tourner et entendre le moteur. Si le moteur se coinçait, vous fixiez juste une ampoule orange dans une boîte en plastique sans chaleur qui en sortait. Si vous avez déjà loué une maison ou vécu dans un logement social,
vous connaissez celui-ci. Le papier peint à copeaux de bois. De petits morceaux de bois pressés dans du papier épais collés sur chaque mur de l'endroit. C'était bon marché et ça couvrait tout. Fissures, taches d'humidité, vieux papier peint, tout. Ça faisait son travail pendant des années. Le problème venait le jour où vous essayiez de l'enlever. Il s'accrochait au plâtre comme rien que vous n'ayez jamais vu. Vous le vaporisiez, le trempiez, le grattiez, et finissiez quand même par arracher de minuscules morceaux pendant que le reste restait exactement où il était. Et puis vous trouviez une autre couche en dessous. La lampe à lave. Un tube en verre avec de la cire colorée et du liquide chauffé par en dessous. La cire se réchauffait, montait en gouttes lentes, se refroidissait et redescendait. Elle ne faisait rien d'utile, mais vous pouviez vous asseoir et la regarder pendant des heures. La seule règle était de ne pas la secouer, parce que quelqu'un le faisait toujours. Et une fois que vous la secouiez, la cire se cassait en une centaine de petits morceaux qui ne se rassemblaient jamais vraiment. La table téléphone était un petit meuble dans le couloir, moitié siège et moitié étagère, juste à côté du téléphone, qui était boulonné au mur avec un cordon qui s'étirait à peine d'1 mètre. L'étagère contenait l'annuaire, les pages jaunes. Quand le téléphone sonnait, vous vous asseyez dans la partie la plus froide et la plus pleine de courant d'air de la maison et essayez d'avoir une conversation pendant que tout le monde passait devant vous en allant à la cuisine, aux escaliers, et retour. Quand les téléphones sans fil sont arrivés, elle a perdu son utilité du jour au lendemain. La plupart ont fini dans le garage à tenir des pots de peinture. La desserte roulante chauffante était là pour impressionner. Une desserte chauffée sur roue destinée au dîner. Vous chargiez la nourriture dedans plutôt pour que quand vos invités s'asseyaient, vous puissiez la rouler comme si vous n'aviez pas paniqué dans la cuisine depuis midi. Les légumes devenaient gris. La sauce formait une peau épaisse sur le dessus. Les pommes de terre rôties perdaient tout croustillant qu'elles avaient jamais eu. Et la desserte avait un balancement qui rendait tout le trajet de la cuisine à la salle à manger risqué. Regardez en haut dans n'importe quelle maison française construite ou décorée entre le milieu des années 60 et les années 80 et vous le verrez probablement. Le crépi texturé sur le plafond, tourbillonné en motif par quelqu'un avec un peigne ou une brosse. C'était bon marché, c'était rapide, et ça couvrait le plâtre rugueux. Ça allait sur des millions de plafonds. Chaque porte de la maison avait un boudin de porte, un long tube de tissu rembourré posé le long du bas pour garder l'air froid dehors. Certains étaient simples, certains étaient tricotés, et pour des raisons que personne n'a jamais pu expliquer, un grand nombre d'entre eux avaient la forme de teckel ou de serpent. Votre grand-mère faisait probablement le sien avec de vieux collants bourrés de papier journal. Il ne restait jamais en place. Chaque fois que vous ouvriez la porte, le boudin était poussé à travers le sol et s'entassait contre le mur. Vous le remettiez, ouvriez la porte à nouveau, même chose. Si quelque chose dans cette vidéo vous a ramené en arrière, laissez un commentaire. Dites-nous lequel votre famille avait, lequel était votre préféré, et si vous connaissez quelqu'un qui a grandi avec l'un de ceux-ci. Partagez ceci avec eux. Abonnez-vous à la chaîne pour garder ces histoires vivantes.